vous propose donc un corrigé de l'exercice 1 sur le saut de Félix Baumgartner, d'accord? Donc, qui s'inscrit dans le chapitre 13, le mouvement d'un système. Donc, je vous invite vraiment pour ce corrigé à vous munir d'un papier, d'un crayon et de prendre très proprement le corrigé, puisque ça va vous servir vraiment de modèle de rédaction pour les autres exercices que vous serez amené à faire sur ce chapitre. Donc, n'hésitez pas à mettre régulièrement la vidéo en pause pour pouvoir prendre les notes du corrigé au fur et à mesure que les questions avancent. Donc sur le Baumgartner, ce que je vous propose, c'est de le regarder en vidéo. C'est le premier homme à franchir le mur du son en chute libre. L'aventurier Si je relève les données de la vidéo à travers le texte que vous pouvez trouver sur Moodle, vous avez ici donc différentes informations que vous pouvez relever. Vous pouvez relever l'altitude du saut, ok, la vitesse maximum atteinte par Baumgartner, le temps au bout duquel il ouvre son parachute, d'accord, 4 minutes 20, et puis la durée totale du saut. Important aussi, on peut relever la masse de Baumgartner. On passe maintenant donc, aux questions, d'accord. Donc la première question, donc, comme tout exercice de mécanique, on va vous demander de préciser le système et le référentiel, d'accord. C'est obligatoire. Donc le système, je vous rappelle que c'est l'objet qu'on étudie. Donc ici, c'est Félix Baumgartner avec tout son équipement, qu'on va assimiler à un point B, d'accord, pour simplifier le problème. Le fait d'assimiler Félix Baumgartner à un point B permet d'étudier que le mouvement de translation, d'accord, du système. Et donc, on ne va pas s'intéresser à la rotation sur lui-même de Félix Baumgartner. On le voit à un moment dans la vidéo, il tourne sur lui-même. Ça, c'est trop compliqué à étudier, donc on s'intéresse juste à la translation. Et le référentiel. Alors ici, j'ai écrit terrestre. On m'a proposé géocentrique, qui est plutôt aussi une bonne idée. D'accord. Donc, ce qui se passe, en fait, lorsque Baumgartner tombe, il va pas tomber exactement à la verticale, au point à la verticale d'où il est parti. D'accord. Il va tomber légèrement vers l'est. D'accord. Ce qui prouve en fait que la Terre, elle tourne sur elle-même. Ok. Donc, il y a une autre preuve de la rotation de la Terre sur elle-même que je vous invite à aller voir, c'est le pendule de Foucault qui se trouve au Musée du Temps à Besançon, dans le Palais Granvelle. Donc, quel que soit le référentiel que vous choisissiez, terrestre ou géocentrique, j'accepte les deux dans ce cas-là. Il est important que vous précisiez par contre qu'il est galiléen. Ça, il faut l'écrire à chaque fois que vous allez devoir utiliser la seconde loi de Newton. Un référentiel galiléen, c'est un référentiel qui respecte la loi de Galilée. La loi de Galilée, c'est la loi que vous avez écrite sous forme de principe d'inertie en classe de seconde, qui dit que lorsque les forces qui s'exercent sur un système se compensent, le système a un mouvement rectiligne uniforme ou est immobile. D'accord? Donc il faut forcément que le référentiel vérifie cette condition pour que vous puissiez utiliser la seconde loi de Newton. Donc à chaque fois que vous utilisez un référentiel, maintenant, à partir de maintenant, vous précisez que vous le supposez galiléen. Ensuite, on vous demande de faire un schéma de la situation. D'accord? Donc, comme n'importe quel exercice de mécanique ou même en général, très souvent sur les exercices un peu plus compliqués, il est très prudent de faire un schéma pour bien assimiler un peu la situation. Donc, Baumgartner, on le représente par un point B. À l'instant 0, il est ici, il commence à sauter. Donc, à t égale 0, t0 égale 0 secondes.
Et puis, on va considérer la fin de sa chute libre, donc un peu plus tard, donc un peu plus bas, sur la même verticale, ici. Le point B1 à l'instant 1, qui correspond à la fin de la chute libre, c'est-à-dire au bout de 4 minutes et 20 secondes, si on fait l'hypothèse qu'il est resté en chute libre sur tout ce temps. Ce qui nous amène à la question d'après. Donc, donner la caractéristique de la résultante des forces qui s'exercent sur Baumgartner lors de cette phase de chute libre. Donc, il faut absolument que vous appreniez, ceux qui ne le savent pas encore, que lors d'une chute libre, le système n'est soumis qu'à son propre poids. Ça, il faut que vous le sachiez. Donc, vous me le faites apparaître, vous me le surlignez, vous faites ce que vous voulez sur votre feuille, et vous devez savoir ça. Chute libre, propre poids. Et le poids, je vous rappelle, c'est ce que vous appelez communément la force de gravité, la force de pesanteur, la gravitation. Appelez ça le poids, s'il vous plaît. D'accord? Donc la résultante des forces est égale au poids. Or, le poids, on sait que le vecteur poids, c'est un vecteur qui est collinéaire de même sens au vecteur champ gravitationnel à un facteur masse du système près, d'accord? Donc masse de Baumgartner fois le vecteur g. Donc si je calcule la valeur, j'enlève les flèches. Et je tombe donc sur 120 kg fois 9,8 Newton par kg, donc 1,2 fois 10 puissance 3 Newton. Okay, on garde que des chiffres significatifs hein, ici sur la constante de gravitation. Il part quand même de 40 km de haut. Donc sur toute sa chute, hein, on pense que le chiffre des dixièmes ici, il va pas changer pour le champ gravitationnel, mais celui des centièmes, j'en suis moins convaincu. Donc une fois que vous avez calculé la valeur de cette force, bah, vous la représentez ici, hein, verticale et vers le bas. Alors attention, moi je ne sais pas ce que j'ai fichu avec ma règle en classe. Mettez bien les mêmes longueurs ici. Donc il vous faut une échelle. Vous dites tout simplement que 1 cm c'est 1000 newtons, hein, 10 puissance 3 newtons. Et vous faites des flèches de 1,2 cm de long, les deux. Ensuite, c'est là qu'on va utiliser la seconde loi de Newton. D'accord? Donc comme le théorème de Pythagore en maths, lorsque vous utilisez une loi qui a un nom en physique, vous la citez. Et puis vous l'écrivez hein, telle qu'elle est écrite dans le cours. Donc résultante des forces est égale à la masse du système, donc la masse de Baumgartner, fois son vecteur accélération. On a dit juste avant que la résultante des forces, c'était le poids. Donc on remplace. Donc poids est égal à mb fois a. Le poids, on l'a exprimé sous la forme mb fois g. Et on se retrouve avec mb fois le vecteur accélération. On remarque que la masse est en facteur dans les deux membres. On peut la simplifier, ce qui nous revient à écrire que l'accélération est égale au champ gravitationnel. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que la masse n'apparaît plus. Donc pour une chute libre, l'accélération est indépendante de la masse de l'objet en chute. D'accord? Quel que soit l'objet qui tombe, il va tomber exactement avec la même variation de vitesse. Hein, puisque une accélération, c'est une même variation de vitesse, c'est-à-dire que la vitesse sera la même quel que soit l'objet qui tombe. Pour vous en convaincre, je vous invite à regarder les 3 vidéos qui suivent. Donc, juste quelques commentaires sur les 2 premières. La première vidéo, c'est une cloche à vide dans laquelle on n'a pas fait le vide, d'accord? Donc, elle est bien remplie d'air. Dans la deuxième vidéo, on a fait le vide dans la cloche à vide.
Question suivante. Donc, une fois qu'on a trouvé l'accélération, on va pouvoir trouver le vecteur variation de vitesse associé à cette accélération. D'accord? Donc, l'accélération, si je considère la variation de vitesse, ok, le vecteur variation de vitesse, donc c'est delta V entre le point 0 et le point 1 sur le temps associé à cette variation, c'est-à-dire le temps entre le point 1 et le point 0. Ok? Ce qui fait que si je trouvais la valeur de delta V0, donc j'écris que delta V0 sur le temps 1 moins le temps 0, c'est égal à la valeur de l'accélération, et on a écrit que la valeur de l'accélération, hein, c'est la même valeur que le champ gravitationnel. Ce qui me permet de trouver ici la valeur de delta V0, ok, c'est égal à G fois T1 moins T0. T0, il est nul, T1, c'est les 4 minutes 20 secondes. Si vous voulez vous en sortir, évidemment, il faut tout mettre ce temps-là en secondes. Donc 4 minutes, c'est 240 secondes. Vous rajoutez 20 secondes, ça fait 260 secondes. Et donc vous multipliez ceci par 9,8, vous trouvez une vitesse de 2,5 fois 10 puissance 3 mètres par seconde. Je vous rappelle hein, la signification de l'accélération, dire que l'accélération vaut 9,8 donc newton par kilogramme qui, a priori, sont équivalents à des mètres par seconde carré, d'accord, signifie que toutes les secondes, votre système augmente sa vitesse de 9,8 mètres par seconde. Toutes les secondes, le système prend 9,8 mètres par seconde. Il fait ça pendant une durée de 260 secondes, ce qui fait qu'à la fin, il a atteint la vitesse de 2500 mètres par seconde. Une fois qu'on a la variation de vitesse, la question c'est de trouver la vitesse au point 1. Alors, par définition, le vecteur delta V entre 0 et 1, ben, c'est le vecteur à la fin, moins le vecteur au début, d'accord? C'est comme quand vous faites une variation d'argent sur votre compte. Pour trouver la variation d'argent, si vous avez 1500 € à la fin du mois et que vous aviez que 1200 € sur votre compte au début du mois, bah vous faites 1500 moins 1200, d'accord? Ce que vous avez à la fin, moins ce que vous aviez au début. Donc là, c'est la même chose. Et vu que le vecteur V0, il est nul, hein, c'est précisé dans l'énoncé que la vitesse de départ de Baumgartner par rapport à la Terre est nulle, donc vous avez V0 qui est nul, ce qui fait que votre delta V0, c'est égal à V1. Et donc vous avez tout de suite la valeur de V1. Alors attention, un petit point mathématique, c'est pas parce que vous écrivez que le vecteur variation de vitesse est égal à V1 moins V0 que la valeur de ce vecteur, ça va être la valeur de V1 moins la valeur de V0. Ça, c'est valable uniquement si les vecteurs sont collinéaires, d'accord? Je vous ai écrit ça hein, en maths, vous n'avez pas le droit d'écrire que la norme de U moins V, c'est la norme de U moins la norme de V. Ça, c'est pas vrai. C'est vrai qu'il y a une seule condition, c'est lorsque les vecteurs sont collinéaires. Alors nous, en première, on fera essentiellement des mouvements collinéaires, d'accord, pour simplifier un petit peu, mais attention, il y a toujours ça. Quand vous passez de delta V0 1 égale V1 moins V0 sous forme vectorielle, si vous voulez l'écrire en dessous en forme non vectorielle, vous devez préciser, car les vecteurs V1 et V0 sont collinéaires, si vous voulez avoir le droit d'enlever les flèches. Donc on a la valeur de V1. Et donc le but, ça va être de comparer à celle qui est proposée dans l'énoncé. Donc on vous dit que Baumgartner, en réalité, il a atteint la vitesse de 1341 km par heure. Il faut qu'on vérifie que notre 2500 mètres par seconde, c'est bien la même chose que 1341 km par heure ou pas. Donc il faut transformer des mètres par seconde en kilomètres par heure. Je vous propose une méthode, vous en avez peut-être une autre. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est d'écrire que 2,5 10 puissance 3 mètres par seconde, bah c'est 2,5 10 puissance 3 mètres parcourus en exactement une seconde. Comme ça, vous convertissez les mètres en kilomètres au numérateur et puis les secondes en heures au dénominateur et normalement, vous ne faites pas d'erreur. Donc ici, pour convertir les mètres en kilomètres, il faut diviser par 1000. Donc mon 10 puissance 3 s'en va, hein, le 10 puissance 3 qui finalement veut dire kilo. Hein. Donc j'ai 2,5 km. Une seconde en heure, donc il faut savoir qu'une heure c'est 3600 secondes, donc une seconde c'est un 3600e d'heure. Je me retrouve avec une fraction au dénominateur, donc je vais multiplier par son inverse. Ok. Donc je me retrouve avec 2,5 fois 3600 km par heure, donc 9000 km par heure. À retenir aussi, si vous voulez l'apprendre, c'est peut-être une bonne chose, c'est que ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai divisé par 1000 et j'ai multiplié par 3600. Donc, en gros, j'ai multiplié par 3,6. Donc, vous pouvez retenir que pour passer des mètres par seconde en kilomètres par heure, il faut multiplier la valeur de la vitesse par 3,6.
pouvez retenir le 3,6, ça on voit d'où il vient, et puis souvent vous ne savez pas s'il faut multiplier ou diviser. Je peux vous donner un moyen mnémotechnique, c'est que vous pensez à votre pas de marche. Quand vous marchez à allure tranquille, hein, vous faites à peu près 1 mètre en 1 seconde, d'accord? Donc vous avez une vitesse qui est de 1 mètre par seconde. Et vous savez qu'en kilomètres par heure, bah, globalement, on marche, quand on marche doucement, à 3-4 km par heure. Vous l'avez, hein, vous savez que 1 mètre par seconde, 3-4 km par heure. Donc vous voyez bien que pour passer des mètres par seconde au kilomètre par heure, il suffit de multiplier par 3,6. Et si je reviens à la valeur de la vitesse que j'ai calculée, bah, j'ai trouvé 9000 km par heure, alors qu'en réalité, il était à 1341 km par heure. C'est pas que j'ai fait une erreur, c'est simplement que mon hypothèse de départ de dire qu'il était en chute libre pendant les 4 minutes et 20 secondes du saut, elle est pas valable. D'accord? Donc, j'écris hein, que le système n'était pas en chute libre, mon hypothèse n'était pas valable. D'accord? Pourquoi est-ce qu'il n'était pas en chute libre? Ben, forcément, il y a un moment où il est rentré dans l'atmosphère, d'accord? Donc, il est sorti à 40 km au-dessus du sol, justement pour sortir de l'atmosphère, pour avoir une phase de chute libre la plus longue possible, ok? Depuis, il y a quelqu'un qui a réussi à monter plus haut pour sauter, mais il n'a pas réussi à aller plus vite que Baumgartner, pour l'info. Donc, si je regarde quand est-ce qu'il était en chute libre, hop, ah oui, pardon, avant. On vous demandait évidemment de représenter cette vitesse sur le schéma. Donc vous avez une vitesse en mètres par seconde, d'accord? Donc qui vaut 2500 mètres par seconde. Vous dites que 1 cm c'est 10 puissance 3 mètres par seconde et vous faites un vecteur de 2,5 cm de long. Revenons-en à la chute libre. Quand est-ce qu'il était en chute libre? Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais quand vous avez écrit le delta V, là, donc la vitesse, vous avez écrit que la vitesse, elle était proportionnelle au temps. Vous avez écrit un G facteur de T1 moins T0, sachant que T0 était nul, donc vous avez écrit G fois T1. C'est-à-dire que lorsqu'on est en chute libre, la vitesse est une fonction linéaire du temps. Autrement dit, vitesse et temps sont proportionnels. Donc si je prends une droite qui passe par l'origine, je peux regarder quand est-ce que ma courbe de vitesse, hein, qui est la courbe de vitesse qui était enregistrée lors du saut de Baumgartner, elle suit cette droite. Et on voit qu'on commence à décrocher de la chute libre ici au bout de environ 30 secondes. D'accord? Donc il a fait finalement que 30 secondes de chute libre. Ok. Et si je prends à 30 secondes, si je regarde l'altitude, en fait, voilà, il a fait à peu près 5 km de chute libre, c'est-à-dire qu'à partir de 35 km au-dessus de la Terre, il a commencé à être ralenti par les premières couches de l'atmosphère. Question suivante. Donc la dernière question hein, qui sera traitée dans ce corrigé, c'est on a 3 schémas. Okay, vous voyez 3 schémas ici. Et on vous donne 3 dates. T égale 40 secondes, pardon, 50 secondes, 60 secondes. Et il faut trouver quel est le schéma qui est associé à chacun de ces temps. Donc on va le faire dans l'ordre. Hein. Pour cela, on va regarder ce qui se passe à 40 secondes ici. Et si vous regardez ce qui se passe à 40 secondes, vous voyez qu'il y a une augmentation de la vitesse. Donc s'il y a une augmentation de la vitesse, d'accord, donc le vecteur vitesse va augmenter, la norme du vecteur vitesse va augmenter, ça veut dire que delta V, d'après la seconde loi de Newton, pardon, pas du tout, la seconde loi de Newton n'a rien à voir là-dedans, ça veut dire que delta V va être de la même direction et le même sens que V, d'accord, puisque le V d'après, ce sera V plus delta V, donc il faut bien ajouter un petit morceau de flèche dans la même direction et le même sens pour avoir un vecteur vitesse plus long. Donc on a un vecteur delta V qui est vertical et vers le bas. Cette fois-ci, on utilise la seconde loi de Newton pour dire que la résultante des forces, c'est dans la même direction et le même sens que le vecteur delta V, donc bien vers le bas. Donc vous avez une résultante des forces qui est vers le bas, c'est-à-dire que parmi ces deux forces, c'est celle qui pointe vers le bas qui l'emporte, donc c'est plutôt le schéma B. Ok? Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Hop, si on prend à 50, ici, secondes, voilà. Donc à 50 secondes, qu'est-ce qu'on remarque du point de vue de la vitesse? Eh ben, on est sur un maximum, ok? Et vu qu'on est sur un maximum, delta V va être nul. Il faut avoir toujours à l'esprit que delta V, c'est associé à une accélération, et vous le verrez l'année prochaine, mais on l'a déjà dit à l'oral, que l'accélération, en fait, c'est la dérivée de la vitesse. Ok? Donc si vous avez un maximum de vitesse, c'est que forcément, à un moment, vous avez une accélération qui est nulle. Ok? Et donc, nécessairement, si vous avez une accélération qui est nulle, ben, vu que c'est une variation de vitesse par unité de temps, une accélération, ben, le vecteur delta V est nul.
Donc si le vecteur delta V est nul, on utilise la seconde loi Newton, ça veut dire que la résultante des forces est aussi nulle. Donc les forces se compensent, c'est-à-dire qu'elles ont la même valeur, puisqu'il y en a une qui est vers le haut et l'autre qui est vers le bas, ce qui correspond au schéma C. Et enfin, pour terminer, à 60 secondes, vous êtes sur une vitesse qui diminue, d'accord? Donc si la vitesse diminue, ça veut dire que delta V, il est dans la même direction, dans le sens opposé à V. Ben oui, le vecteur vitesse d'après, il doit être plus court que celui d'avant, donc pour qu'il soit plus court, ça veut bien dire que le delta V, il est de sens opposé pour faire diminuer la vitesse, d'accord? Donc on a un delta V qui est vertical et vers le haut, ce qui fait que si vous utilisez la seconde loi de Newton, vous allez dire que la résultante des forces est aussi verticale et vers le haut, c'est-à-dire que c'est la force qui est vers le haut qui l'emporte devant celle qui est vers le bas, donc la force de frottement est supérieure à celle du poids. Voilà pour cet exercice. Donc je vous invite maintenant à essayer de faire l'exercice 2, les premières questions de l'exercice 2, en suivant ce modèle de rédaction. Bon courage!